tous et bienvenue sur le studio TV Acuité Silmo. Nous sommes en direct sur Acuité pour parler de la chirurgie réfractive qui séduit un certain nombre de Français. De nouvelles techniques opératoires voient le jour, notamment pour corriger la presbytie, qui est jusqu'à présent le territoire de prédilection des opticiens. Alors ce développement menace-t-il le marché de l'optique? Pour répondre à cette question, je reçois Isabelle Rocher, directeur des affaires aux professionnels de Johnson & Johnson Vision Care. Bonjour Isabelle, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir, merci d'avoir invité. À ses côtés, Boris de Joncker, directeur marketing Europe de Carl Zeiss Vision France. Bonjour et bienvenue. Merci bien. Et enfin, le professeur Bokobza, ophtalmologiste à Paris et pionnier de la chirurgie réfractive. Donc on va commencer par faire le point sur les dernières techniques de la chirurgie réfractive de la presbytie. Alors si on en croit la presse, il y a des techniques révolutionnaires qui sont en train de se mettre au point et qui sont déjà utilisées par les praticiens pour corriger la presbytie. Pouvez-vous nous faire un point là-dessus ? Oui, alors en introduction, je dirais que effectivement la presbytie, la chirurgie de la presbytie est pour nous chirurgiens spécialisés en chirurgie réfractive le principal challenge du XXIe siècle. On opère de plus en plus de presbytes viennent nous consulter car ils veulent supprimer la dépendance qui est souvent mal vécue vis-à-vis des lunettes, voire des lentilles quand ils ne les supportent plus. Et il y a deux axes de chirurgie. Donc, un axe qui est en plein développement, ce sont les implants multifocaux. C'est-à-dire que dans la chirurgie de la cataracte, nous enlevons le cristallin qui est opacifié, nous le remplaçons par un cristallin artificiel. Ici, nous allons faire une simple opération de la cataracte, mais mettre à la place du cristallin un implant multifocal qui va permettre et la vision de loin et la vision de près. À tel point qu'aux États-Unis est apparu il y a quelques années un mouvement qui est le mouvement PRELEX, c'est-à-dire Presbyopia Lens Exchange. C'est un mouvement donc, où on va opérer un cristallin clair avant toute opacification de la cataracte, du cristallin, et on va mettre donc un implant multifocal qui va rétablir, restaurer la vision de loin et la vision de près. L'autre axe actuel, ce sont les chirurgies laser. Donc les chirurgies laser, ce sont des interventions qui vont avoir le même objectif. Mais dans ce domaine, il s'agit plus aujourd'hui d'un compromis. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore la solution parfaite qui va restaurer pour chaque œil une vision parfaite et de loin et de près. On va utiliser de différents artifices, en particulier la monovision, c'est-à-dire on va privilégier un œil pour la vision de loin, l'autre pour la vision de près. Donc il y a d'autres techniques qui améliorent la vision de près sans trop altérer la vision de loin, c'est le presbylasique, mais tout ça n'est pas encore parfaitement efficace. Les patients sont contents car ils n'ont plus cette dépendance en quelques heures. Donc c'est une chirurgie, c'est le LASIK. Le LASIK est une intervention extrêmement rapide, anesthésie locale, les deux yeux sont faits le même jour. Et la récupération visuelle est quasi immédiate en quelques heures. Mais ce n'est pas la solution parfaite. Une dernière technique émerge, c'est l'intracorps. L'intracorps, c'est un laser femtoseconde qui va faire dans l'épaisseur de la cornée des petits cercles concentriques qui vont, autour de la pupille, provoquer un petit bombement de la cornée centrale qui vise à restaurer la vision de près sans trop altérer la vision de loin. Donc vous voyez, il y a différentes pistes et c'est une chirurgie qui existe aujourd'hui puisque toutes les semaines, nous opérons des presbytes, que ce soit avec des implants multifocaux ou par la chirurgie laser. Donc c'est un marché qui est, je pense, en plein développement mais qui ne peut pas encore inquiéter le monde de l'optique. Alors, je crois que l'année dernière, il y a eu à peu près 120 000 opérations de chirurgie réfractive en France. La chirurgie de la presbytie représente combien d'actes? À mon avis, la chirurgie de la presbytie représente pas plus de 30% de l'ensemble de ces actes. Le gros de l'activité reste la chirurgie des hémétropies simples, myopie, astigmatie, hypermétropie. Mais moi, je vois donc dans ma patientèle de plus en plus de presbytes et le bouche à oreille fonctionne et ça se développe.
Alors, Monsieur de Joncker, vous représentez le verrier Carl Zeiss Vision France. Le professeur Bocobza a fait le point sur des techniques de plus avancées et de plus en plus accessibles techniquement de chirurgie de chirurgie réfractive. Est-ce que il y a quelques années, on a eu la disparition des verres AFAC pour les cataractes suite à la généralisation des opérations de la cataracte. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario similaire pour les progressifs? Ça, c'est un avis personnel de moi. Je n'y crois pas. Et j'ai parlé avec différents gens de l'industrie qui sont présents ici, d'ailleurs. Ils ont dit la même chose. On n'y croit pas parce que l'aphakie était vraiment considérée comme une maladie plutôt. Et une solution pour les aphaques, c'est magnifique qu'on a résolu ça en tant qu'industrie parce que parfois les gens disent à Carl Zeiss, vous êtes une firme un peu hypocrite parce que vous faites en fait tout. Vous êtes verrier, vous êtes microscopiste, vous faites des lentilles intraoculaires et on fait des lasers. Donc, quelque part, on est bien placé pour dire ces évolutions, on en a besoin. Et donc, dans l'aphakie, je suis content pour les patients. Ici, l'ouverture qu'on voit avec les nouvelles méthodes, c'est qu'on a quand même une possibilité de transférer ces innovations vers les différents domaines. Comme par exemple le LASIK que le docteur a expliqué, a trouvé maintenant aussi sa solution dans les verres de lunettes. Dans le temps, un opticien pouvait corriger la sphère, le cylindre, le prisme et l'addition. Maintenant, il sait corriger même ou optimaliser même les astigmatismes supérieurs parce qu'on utilise la même méthode de rechercher les fautes ou les astigmatismes supérieurs et le faire traduire dans les verres. Donc, je vois une belle... C'est ça ? S'il vous plaît? C'est la technique des fronts d'onde? Oui, c'est la technique du front d'onde de l'œil humain, pas du verre, mais du œil humain. Donc je vois une très très belle transfert là-dessus. On n'a pas peur. Je pense que c'est bien que ça existe. Et il y a encore des autres gens qui ont dit ça reste encore toujours une opération. Et pour des yeux qui ne sont peut-être pas en maladie ou en pathologie, là, c'est la question aux consommateurs s'ils veulent faire cette opération. Ça, c'est pour le monde disons, des verriers. Si je regarde aux lentilles de contact... J'allais poser donc la même question à Madame Rocher. Est-ce que les progrès de la chirurgie réfractive, notamment donc, de la presbytie, mais aussi donc, des autres amétropies, peuvent empiéter sur le marché de la contacto? Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ce sont deux segments qui vont se développer parallèlement. Et peut-être même que pour les lentilles de contact, ça peut être une éventuelle opportunité parce que les patients désireux d'être opérés vont consulter leur ophtalmologiste, qui ne sera pas forcément chirurgien, qui n'a pas, on l'a vu, il y a plusieurs systèmes, mais il y a encore une marge de progrès à faire. Et donc les lentilles de contact sont aujourd'hui une alternative tout à fait idéale. On a aujourd'hui de très nombreuses lentilles pour presbyte qui fonctionnent bien avec un taux de succès très élevé puisqu'on a en moyenne, en fonction des systèmes, 80 à 90% de taux de succès. C'est une méthode qui est réversible, qui peut évoluer avec la presbytie au rythme de la presbytie et de son évolution, qui en plus a la chance de pouvoir être alternée avec une paire de lunettes si le plaisir veut qu'on ait une lunette mode certains soirs. Donc honnêtement, je ne pense pas. Vraiment, je crois que il peut y avoir des progressions en parallèle. Voilà. C'est vrai que quand les lentilles sont arrivées sur le marché, on a dit on va plus vendre de lunettes et en fait ça n'a pas été le cas. Donc là effectivement on peut penser la même chose par rapport au progrès de la chirurgie réfractive. Donc professeur, quels sont les presbytes qu'on peut opérer aujourd'hui avec une garantie de satisfaction? Aujourd'hui, il est possible d'opérer avec de très bons résultats en implant multifocal les presbytes qui n'ont pas de contre-indication, c'est-à-dire les presbytes sans astigmatisme associé. C'est-à-dire par rapport à ce que vous avez dit un peu auparavant, en implant multifocal, il n'y a pas de vision intermédiaire, parce que vous avez parlé de la vision de près, de la vision de loin, donc quid de la vision intermédiaire? Voilà, alors justement, c'est une très bonne question. C'est le point faible de ces implants. Moi, j'utilise principalement des implants Alcon, qui s'appellent des implants Restore, qui effectivement, dans leur première génération, donnaient une vision de près un peu trop rapprochée.
et ce qui posait des problèmes pour le travail sur ordinateur en particulier. Et nous disposons maintenant depuis quelques mois d'un implant Restore 2 qui permet d'avoir une vision de près un peu plus éloignée, mais ce n'est pas une solution parfaite. Effectivement, la vision intermédiaire est un problème avec ces implants multifocaux. Et alors, en vision de près, je me pose également une question, sachant que l'addition change à peu près tous les 2 ans. Comment ça évolue dans le temps? Alors, quand vous enlevez le cristallin, le problème est résolu parce que vous supprimez toute accommodation et donc vous avez une stabilité de la réfraction puisque le cristallin est enlevé. Par contre, et vous avez raison, quand vous opérez un presbyte au laser par la technique du LASIK, si vous l'opérez par exemple à 50 ans, vous allez avoir un résultat immédiat satisfaisant, mais il faut toujours prévenir le patient que ce résultat initialement bon va s'atténuer avec le temps et que probablement ils auront besoin d'une petite retouche au laser quelques années plus tard. Donc il faut prévenir les patients que ce n'est pas un résultat définitif. D'accord, donc en fait, ils finiront par reporter des lunettes quand même? Non, parce que c'est finalement une bonne nouvelle pour le marché de l'optique. Tout dépendra de leur motivation 6, 7, 8 années après la première intervention. Ils peuvent se refaire opérer. Et voilà, on pourra faire une retouche chirurgicale. C'est quand même une chirurgie, il y a les risques opératoires. La FDA aux États-Unis a souligné des éventuels liens entre dépression et chirurgie réfractive. Enfin, il y a même certains suicides qui ont été imputés à des opérations de l'œil. Qu'en pensez-vous? Alors, nous, en France, nous sommes très, très sceptiques et il se dit dans le milieu de la chirurgie ophtalmologique que ces rumeurs ont été initiées peut-être par le monde de l'optique. Donc, on fera réagir nos intervenants sur ce sujet. Mais en fait, en France, comme vous l'avez dit, il y a près de 100 000 interventions laser, LASIK par an et nous n'avons noté depuis de nombreuses années aucun suicide, aucune dépression. Donc je ne pense pas que ce soit un point à soulever. Je pense que c'est un faux problème. Hein. Donc, est-ce que ce serait effectivement les verriers ou les laboratoires de contactologie qui pousseraient la FDA à enquêter sur le sujet? Encore une fois, nous, en tant que ZEISS, ça serait la plus stupide chose si on allait faire ça. Parce que, oui, puisque vous êtes également implanté sur la chirurgie. Mais on est en Europe ici. Peut-être aux États-Unis, ils doivent provoquer beaucoup plus pour y arriver certainement à quelques nouvelles. Mais donc, à mon avis, non. C'est pas. Dans le même esprit, il y a quelques années, le Nouvel Observateur avait sorti un article, Les sirènes du laser. Et donc, dans cet article, en résumé, il était expliqué que après une opération laser, l'œil vieillissait en 3 minutes de 30 ans. Donc c'était un peu déstabilisant pour les patients qui voulaient se faire opérer, et surtout pour les patients qui avaient déjà été opérés. Et en fait, il s'est avéré que cet article avait été initié par un des annonceurs du Nouvel Obs, qui était un grand fabricant de verre. D'accord. Voilà. Donc, Madame Rocher, il y a un lobbying américain anti-chirurgie réfractive? Non, pas à ma connaissance en tout cas. D'autant plus que, comme je le disais préalablement, les gens désireux de se faire opérer sont souvent des patients potentiels de recrutement pour la lentille de contact. Je sais qu'en France, les chirurgiens ne posent pas l'indication de chirurgie très facilement. Ils sont très modérés, très mesurés. Ce qui n'est peut-être pas forcément toujours le cas aux États-Unis. Oui, je crois qu'il y a eu vraiment des abus. Voilà. Donc, c'est peut-être plus lié à ça qu'un désir de vouloir vraiment freiner ou accuser ou montrer du doigt la chirurgie réfractive. Personnellement, j'y crois pas. Donc, effectivement, on l'a vu avec le professeur Bokobza, tout le monde ne peut pas avoir recours à la chirurgie réfractive. Donc, du coup, compte tenu du caractère invisible de la lentille et du fait qu'en fait, finalement, on a le même résultat, le marché de la contacto va, au contraire, récupérer tous ces gens qui n'ont pas le profil ou qui ne souhaitent pas se lancer là-dedans. Je le pense. Vraiment, je pense que c'est une opportunité énorme pour retrouver un recrutement, de porteurs potentiels de lentilles de contact. D'autant plus qu'aujourd'hui, comme je le précisais, les lentilles pour presbyte ont énormément évolué et aujourd'hui les résultats sont vraiment très bons. Il existe des lentilles dans des matériaux silicone hydrogel, donc avec une meilleure tolérance. On sait que la presbycite associée à des phénomènes de sécheresse, on a combattu vraiment tous ces problèmes. Il existe une
une grande variété de profils optiques qui permettent de tester dans des conditions réelles de vie et de pouvoir optimiser cette vision. Donc je crois vraiment que ça va se développer. Il y a une demande de plus en plus grande. Je dirais que si aujourd'hui il y avait une menace, ça serait plutôt par le nombre de médecins prescripteurs qui est en régression, où ils sont tous des quinquas. Et c'est là le problème de la contactologie en France, en tout cas. C'est trouver demain des prescripteurs de lentilles. Et j'espère qu'il y aura une solution favorable. Oui, d'ailleurs, on l'a vu ce matin, il y a peut-être des choses qui vont se passer dans les prochaines années. Professeur Bokobza, donc quels sont les grands développements attendus en termes de chirurgie de la presbytie? Alors, il y a quelque temps, sur Acuité, on a publié une news concernant des chercheurs de Sydney qui auraient mis au point une lentille intraoculaire liquide. Et le professeur qui a encadré les recherches a testé cette invention sur des singes et il a dit que la vue était rajeunie de 20 ans. Est-ce que vous êtes au courant de cette invention? C'est une vieille histoire. C'est vrai que le but ultime, enfin ce qui nous fait rêver, c'est de trouver un moyen de remplacer le cristallin vieillissant qui se pacifie, qui n'accommode plus, de le remplacer par donc une lentille liquide qui aurait à nouveau ses fonctions donc de transparence et d'accommodation. Mais pour l'instant, un Américain, Parel, travaille sur ce sujet depuis de très très nombreuses années. Donc c'est le but principal de ces recherches. Et nous n'avons pas encore le moindre exemple applicable à l'homme. C'est beaucoup trop tôt. Mais je pense que l'avenir de la chirurgie de la presbytie passera par la chirurgie du cristallin et les lentilles intraoculaires, qui vont être de plus en plus efficace et performante avec le moins d'effets secondaires possible. Il faut dire que les implants intraoculaires multifocaux ont des effets secondaires parfois à type d'éblouissement nocturne et il faut en prévenir les patients. De même que les lentilles de contact, je pense. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors effectivement, un des freins qui persiste par rapport à la chirurgie réfractive, c'est le fait que ce soit un acte chirurgical qui n'est pas anodin. Si on parlait de médecine réfractive avec par exemple des crèmes, des choses comme ça, je pense peut-être qu'il y a des chercheurs qui travaillent déjà sur ce type de recherche. On lèverait tous les freins dans ces cas-là? C'est vrai que les obstacles, le patient intéressé donc, est freiné par deux obstacles principaux. Psychologique, la crainte d'une complication, le risque zéro n'existe pas en chirurgie. Et en matière de chirurgie de la cataracte, il faut savoir qu'un scénario catastrophe peut aboutir à la perte d'un œil. Donc c'est un œil qui n'avait aucune maladie, un patient qui voulait simplement, mais ça reste très anecdotique. Donc on a un devoir d'information et on doit dire aux patients toutes les éventualités possibles, mais beaucoup ne passent pas à l'acte par crainte d'une complication heureusement exceptionnelle et rarissime. L'autre obstacle est économique, c'est-à-dire que ces interventions n'ont pas de remboursement sécurité sociale et les mutuelles remboursent très peu, donc tout le monde ne peut pas se payer ce type d'intervention. Donc, Monsieur de Joncker, les gens qui sont tentés par la chirurgie réfractive, c'est qu'ils ne veulent plus porter de lunettes. Est-ce que Zeiss travaille en ce sens vers des verres de plus en plus invisibles ou des verres qui auraient d'autres applications que la correction de la vision? Je pense notamment aux verres à réalité augmentée qui pourraient diffuser des contenus multimédia. Vous travaillez à ces produits? Oui, certainement. Donc, pour nous, je pense, en point de vue géométrie, ça c'est notre conquête qu'on doit encore faire. Il y a beaucoup de jobs ou d'actes journaliers qu'un consommateur doit faire où il n'est pas du tout satisfait avec la correction qu'il reçoit d'aujourd'hui de ses lunettes ou bien d'une opération ou bien des lentilles de contact. Donc il y a une demande réelle des consommateurs qui disent quand je suis en train de travailler sur l'ordinateur ou je joue au sport ou je suis en train de faire le gaming, je veux avoir une solution là-dessus. La vision nocturne, par exemple, comme si jamais une opération n'est pas à 100% quelque part donnée, alors il y a une possibilité qu'un verre peut peut-être donner une solution à cet acte-là. Donc, on doit travailler sur différents axes, c'est trouver des nouveaux géométries et de l'autre côté, trouver des nouveaux matériels organiques ou bien minéraux
ou bien on doit inventer de nouveaux matériaux pour que le verre devienne encore beaucoup plus invisible, plus fin, plus léger ensuite. Vous avez des exemples de nouveaux matériaux? De nouveaux matériaux, ils existent déjà. Donc c'est le PNX par exemple. C'était à un certain moment le polycarbonate, mais de petit à petit c'est en train de glisser. Mais c'est plutôt une nouvelle façon de faire ou de fabriquer des verres en freeform technology. Donc au lieu d'encore surfacer des verres, on coupe maintenant des verres. Et avec cette possibilité, on peut faire des designs beaucoup plus différents qu'auparavant, où on était limité à un design standard. Donc pour la vision nocturne, il y a un très très bel exemple pour le moment, où on sait que 42% de la population ici en Europe a subi vraiment une vision qui n'est pas aussi bonne la nuit. Tout le monde pense qu'on doit la corriger avec moins 0,50 dioptrie pour la nuit. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. Je pense que le docteur peut aussi le dire, que parfois on devient légèrement hypermétrope ou on devient un tout petit peu astigmate pendant la nuit. Eh bien, cette solution de la traduire dans un seul verre qui marche aussi bien la journée et aussi bien la nuit, on y est. Donc, les consommateurs peuvent déjà avoir ça. Donc, les professions qui font beaucoup de conduite de nuit, la solution est là. Et ça, effectivement, c'est des problématiques auxquelles la chirurgie réfractive ne peut pas répondre encore aujourd'hui. Sur ces questions de conduite de nuit, de besoins spécifiques, dans des environnements particuliers. Il y a énormément de progrès, en particulier dans la chirurgie du front d'onde, c'est-à-dire où l'on fait une chirurgie personnalisée, adaptée à chaque cas particulier. Les implants multifocaux ont fait beaucoup de progrès. C'est-à-dire les premières générations généraient beaucoup plus de halos nocturnes que les implants de dernière génération, mais ce ne sont pas encore des problèmes totalement résolus, clairement. Alors là qu'on a vu, la contactologie effectivement est un secteur qui progresse également à vitesse grand V. Alors qu'est-ce que vous avez dans vos tiroirs? Est-ce qu'un jour les lentilles seront tellement faciles à porter que finalement les gens ne seront même plus tentés par la chirurgie réfractive? Je pense qu'il y aura de toute façon des patients tentés par les deux. La chirurgie a l'avantage de se faire en une fois et de ne pas revenir donc sur l'acte. Les lentilles demandent quand même souvent un entretien, mais encore aujourd'hui on trouve des matériaux de plus en plus performants en termes d'oxygénation et qui se jettent tous les jours, donc sans entretien, et qui facilitent, et c'est la voie du progrès aujourd'hui, trouver des matériaux qui soient de plus en plus performants pour optimiser la sécurité oculaire et respecter ce métabolisme cornéen. Des indications, des modalités de port de plus en plus faciles et de moins en moins contraignantes pour pouvoir justement en porter quand on en veut, au moment où on le souhaite et dans n'importe quelle circonstance. Et puis on va vers et ça dans toutes les amétropies, toutes les indications, que ce soit l'astigmatisme, la presbytie, et on a déjà largement la myopie et l'hypermétropie. Vous avez un scoop à nous donner par rapport à la prochaine grande nouveauté de Johnson & Johnson Vision Care? Non, je n'ai pas pour habitude de donner des scoops avant que ce soit. Ce que je peux vous dire, c'est tous les laboratoires travaillent sur des matériaux encore plus performants pour prévenir notamment les rares infections qui arrivent souvent avec une mauvaise observance des patients. Et donc pour empêcher que des bactéries puissent se fixer sans détruire pour autant la flore normale du film de larme. Ça, ce sont des voies de recherche très importantes dans tous les laboratoires. Une notion de sécurité qui rentre vraiment en jeu, d'accord. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on a déjà énormément de très bons produits et je pourrais vous citer la dernière lentille de Johnson qui est une jetable journalière en silicone hydrogel qui a eu le Silmol d'or en plus et qui permet justement de porter les lentilles très très facilement et sans contrainte. Donc c'était la première silicone hydrogel journalière One Day AcuVue TrueEye, qui effectivement a obtenu le Silmol d'or cette année dans la catégorie contactologie. Nous voilà rassurés. On voit que déjà la chirurgie, notamment de la presbytie, n'est pas pour tout le monde. Le marché des verres et de la contactologie a encore de beaux jours devant lui. Et en fait, on attendra quand même les développements futurs de la chirurgie réfractive. Merci beaucoup, professeur Bokobza, d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Monsieur De Joncker, Madame Rocher, merci à vous également. Je vous retrouve quant à moi demain à 11h pour une émission consacrée à un autre sujet, les vitrines, comment les faire évoluer et les dynamiser. Bonne soirée et à demain.
Merci.